3 semaines. Voilà combien de temps j'avais été ignoré par ma propre femme. 3 semaines à la regarder faire défiler son téléphone pendant que j'essayais d'établir n'importe quel contact physique. 3 semaines à être traité comme un colocataire qui aidait occasionnellement avec les factures. Cela a commencé subtilement. Une joue tournée quand je me penchais pour un baiser. Elle se retournait quand je la cherchais dans le lit. Je suis fatigué devint sa phrase préférée, prononcée avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses. Mais ce n'était pas seulement le rejet physique qui me rongeait. C'était l'arrêt émotionnel complet qui l'accompagnait. J'ai tout essayé. Je lui apportais du café le matin, j'ai organisé un bon dîner dans ce restaurant italien qu'elle aimait tant, j'ai même suggéré que nous partions en week-end quelque part. Chaque tentative rencontrait la même réponse tiède. C'est gentil. Ou peut-être plus tard ou mon préféré personnel, on verra. Le pire, c'est qu'elle ne me regardait même pas pendant ses rejets. Ses yeux restaient rivés sur ce qui était à l'écran, comme si j'étais une interruption ennuyeuse de son divertissement du soir. J'ai commencé à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Si j'avais dit quelque chose qui l'avait offensé. Mais chaque fois que je lui demandais, elle me repoussait d'un il n'y a rien. Je ne suis juste pas d'humeur. Pendant 3 semaines d'affilée. Allons donc. Mardi dernier, j'ai décidé d'aborder le sujet de front. Nous étions assis sur le canapé après le dîner et elle était dans sa routine habituelle de zombie du téléphone pendant qu'une émission Netflix passait en arrière-plan. J'ai éteint la télévision et me suis assis en face d'elle. Nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais exactement ce que je veux dire. Nous n'avons pas été intimes depuis des semaines. Tu me reconnais à peine quand j'essaie de te montrer de l'affection. Nous vivons comme des étrangers. Finalement, elle a levé les yeux mais avec une expression comme si j'étais dramatique. Les gens traversent des phases. C'est normal. 3 semaines, ce n'est pas une phase. C'est une habitude. Elle a posé son téléphone avec un soupir exagéré. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je devrais juste me forcer à être d'humeur parce que tu veux de l'attention? Je veux comprendre pourquoi ma femme me traite comme si j'étais invisible dans ma propre maison. C'est là que son expression a changé. Quelque chose de froid a traversé son visage et elle s'est levée du canapé. Tu veux connaître la vérité? Tu es toujours aussi exigeant. Toujours à vouloir quelque chose de moi. Mon ex ne m'a jamais fait me sentir aussi peu apprécié. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon ex ne m'a jamais fait me sentir aussi peu apprécié. Elle venait de comparer notre mariage à sa relation précédente. Me comparer au gars avec qui elle était avant moi. Et apparemment, j'étais à la traîne. Je suis resté assis un instant, assimilant ce qu'elle venait de dire. Elle se tenait là, les bras croisés, comme si elle venait de révéler une vérité profonde au lieu d'une insulte dévastatrice. La femme que j'avais épousée, la femme avec qui j'avais construit une vie, venait de me dire que son ex-petite amie était meilleure pour la faire se sentir appréciée que moi. Alors c'est de ça qu'il s'agit, ai-je dit doucement. Quoi? Tu me compares à lui? Elle a levé les yeux au ciel. Je ne compare personne. Je dis juste que certains hommes savent comment faire en sorte qu'une femme se sente valorisée sans être aussi exigeant. Exigeant? C'est ce qu'elle appelait vouloir une affection de base de ma propre femme? Exigeant. Je me suis levé lentement, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient quand quelqu'un vous montre exactement où vous vous situez dans ses priorités. Je vois. Ne sois pas dramatique. Tu en fais plus que nécessaire. Mais je n'en faisais pas plus. Je comprenais enfin la vraie situation. Pendant 3 semaines, je me demandais ce que j'avais fait de mal. Il s'est avéré que mon crime était d'exister dans le même espace que ces souvenirs de quelqu'un d'autre. Mon crime était de ne pas être à la hauteur d'une version idéalisée d'une relation qu'elle avait décidé être meilleure que la nôtre. Je suis monté à l'étage sans un mot. Derrière moi, je l'ai entendu crier « Où vas-tu » Nous n'avons pas fini de parler de ça. Mais nous avions fini. Nous avions fini au moment où elle avait décidé que notre mariage valait moins que sa nostalgie pour quelqu'un qui n'était même plus dans sa vie. Je me suis assis sur le bord de notre lit, fixant le mur. Mon ex ne m'a jamais fait me sentir aussi peu apprécié. La phrase tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Elle ne m'avait pas seulement rejeté.
Elle m'avait classé, et j'avais perdu face à un fantôme. Cette nuit-là, elle est venue se coucher comme si rien ne s'était passé. Elle s'est brossé les dents, a fait sa routine de soins de la peau, s'est glissée sous les couvertures et a repris son téléphone. Les affaires courantes pour elle. Mais quelque chose avait changé pour moi. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. J'en avais marre de mendier des miettes d'attention de quelqu'un qui ne pensait clairement pas que je les méritais. J'en avais marre de rivaliser avec un souvenir. Tandis que je restais allongé dans le noir, l'écoutant faire défiler les médias sociaux à côté de moi, j'ai pris une décision. Je n'allais plus plaider ma cause. Je n'allais plus essayer de la convaincre de ma valeur. Je n'allais plus demander ce qui aurait dû être donné librement. Au lieu de cela, j'allais lui donner exactement ce qu'elle semblait vouloir, de l'espace pour apprécier à quel point sa vie pouvait être peu exigeante sans moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis des semaines, je ne planifiais pas comment renouer avec elle. Je ne pensais pas aux gestes romantiques ou aux façons de lancer une conversation. Je pensais à la logistique. Elle était déjà en bas à préparer le café quand je suis descendu. D'habitude, j'essayais de la prendre avant qu'elle ne parte au travail, peut-être lui voler un baiser ou lui demander comment s'était passée sa journée. Pas aujourd'hui. J'ai versé mon propre café, pris une banane et me suis dirigé vers la porte. « Tu pars tôt ?» dit-elle, ne me regardant pas vraiment. Oui. Je n'ai pas développé. Je l'ai laissé se demander. Au travail, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé ma banque et ouvert un compte courant séparé. Rien de dramatique. J'ai juste transféré une partie de mon salaire sur un compte à mon seul nom. Ensuite, j'ai dressé une liste de tout ce qui m'appartenait, de ce qui était à nous et de ce qui était à elle. Il s'est avéré que j'avais été plutôt généreux au fil des ans. La plupart des objets de valeur portaient mon nom. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, elle était sur le canapé à sa place habituelle. Téléphone en main, une émission de télé-réalité en arrière-plan qu'elle ne regardait pas vraiment. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux. « Bien, c'est tout. Juste bien. » Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle au lieu de sur le canapé à côté d'elle. « Quoi d'autre voudrais-tu savoir ?» Elle m'a enfin regardé, confuse par mon ton. « Je ne sais pas. D'habitude, tu me parles de ton travail ou de ce qui s'est passé ou quelque chose. »« Ah bon ? Je n'avais pas remarqué que tu écoutais. » Ses sourcils se sont levés. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Rien. Je fais juste une observation. Pendant les jours suivants, j'ai continué ainsi. Poli mais distant. J'ai arrêté d'engager des conversations sur notre relation. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée avec un réel intérêt. J'ai arrêté de suggérer des activités que nous pourrions faire ensemble. Quand elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur mon comportement, je répondais avec le genre de politesse diplomatique que l'on utiliserait avec un collègue que l'on n'aimait pas particulièrement. Le jeudi, cela commençait clairement à la perturber. « Tu es bizarre », a-t-elle annoncé pendant le dîner. « Bizarre comment ? Je ne sais pas différent. » Cool. J'ai levé les yeux de mon assiette. « Je te donne ce que tu as demandé. De l'espace pour te sentir peu exigeante. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que j'étais trop exigeant, alors je suis moins exigeant. Problème résolu. Elle a posé sa fourchette. Tu es passif-agressif. Non, je suis réactif. Il y a une différence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Cela signifie que je ne vais plus poursuivre quelqu'un qui ne veut clairement pas être poursuivi. Tu as très clairement dit que mon attention te semblait une pression. Alors considère la pression officiellement levée. Tu agis comme un enfant. En fait, j'agis comme un adulte qui a écouté ce que sa femme lui a dit et a ajusté son comportement en conséquence. Elle m'a regardé longuement. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de ton attention. J'ai dit que tu étais exigeant à ce sujet, non ? Et apparemment ton ex avait trouvé comment te donner de l'attention sans être exigeant à ce sujet. Donc évidemment mon approche était mauvaise. Son visage a rougi. Tu ne vas jamais laisser tomber ça, n'est-ce pas ? Laisser tomber quoi ? Le fait que tu aies comparé notre mariage à ta relation précédente et que tu l'aies trouvé déficient. Pourquoi devrais-je laisser tomber ça ? C'était très instructif. J'étais frustré.
Les gens disent des choses quand ils sont frustrés. Bien sûr. Ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Ce week-end-là, pendant qu'elle était sortie avec des amis, j'ai discrètement rassemblé tous mes documents importants. Acte de naissance, passeport, relevé financier, papier d'assurance. Je les ai organisés dans un dossier et les ai mis dans ma voiture. Ensuite, j'ai parcouru la maison et fait un inventaire mental de ce que j'avais apporté au mariage par rapport à ce que nous avions acquis ensemble. Dimanche soir, elle a tenté une approche différente. J'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé, a-t-elle dit, s'installant à côté de moi sur le canapé pour la première fois depuis des jours. De quelle conversation s'agissait-il? De nous, de l'intimité. Et peut-être que nous devrions essayer de travailler dessus ensemble. Aller voir un conseiller ou quelque chose. J'ai coupé le son de la télévision et me suis tourné vers elle. Un conseiller pourquoi? Pour nos problèmes de communication. J'ai failli rire. Notre communication me semble assez claire. Tu m'as dit exactement ce que tu pensais de notre relation. Je t'ai entendu haut et fort. Tu déformes ce que j'ai dit. Ah bon? Parce que ce que j'ai entendu, c'est que ton ex-petite amie était meilleure pour te faire te sentir apprécié que ton mari. Ai-je mal compris quelque chose? Elle est restée silencieuse un instant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment l'as-tu voulu dire? Je voulais dire que peut-être tu pourrais apprendre de la façon dont d'autres hommes abordent les relations. D'autres hommes comme ton ex, comme les hommes qui comprennent que l'appréciation ne se limite pas à l'attention physique. J'ai hoché la tête lentement. Alors, il s'agit toujours de moi qui ne suis pas à la hauteur de tes standards, qui sont apparemment basés sur un autre homme. Ce n'est pas ce que je dis. Alors que dis-tu? Elle cherchait ses mots. Je dis que peut-être nous devons tous les deux faire plus d'efforts. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Je me suis levé et me suis dirigé vers les escaliers. Où vas-tu faire plus d'efforts? Juste pas de la manière dont tu t'y-attends. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit à côté d'elle, en train de planifier. Elle pensait que j'étais boudeur ou que je faisais une crise. Elle pensait que j'allais finir par revenir, m'excuser d'être distant, et que les choses reviendraient à la normale. Elle pensait qu'elle pouvait faire une telle comparaison et ensuite arranger les choses avec des vagues paroles sur le fait de travailler ensemble. Elle avait tort. Lundi matin, j'ai pris un jour de congé. J'ai dit à mon patron que j'avais des problèmes familiaux à régler, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Je m'occupais de la désintégration de ma famille. Pendant qu'elle était au travail, je suis allé voir un avocat, non pas pour déposer des papiers tout de suite, mais pour comprendre mes options, pour savoir dans quoi je m'engageais si les choses se passaient comme je le soupçonnais. L'avocat était direct. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans. Des enfants? Non. Bien commun? La maison est à nos deux noms. La plupart des autres actifs importants sont les miens. Il a hoché la tête. Cela simplifie les choses. Vous pensez à une séparation ou à un divorce? Je pense à ce à quoi ressemble ma vie sans quelqu'un qui ne l'apprécie pas, c'est juste. Voici ce que vous devez savoir. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais une idée claire de ma position légale. J'avais aussi autre chose. Un calendrier. Pas pour partir, exactement. Mais pour être prêt à partir quand le moment serait venu, parce que j'avais le sentiment que ce moment allait arriver bientôt. Vendredi matin est arrivé comme n'importe quel autre jour. Sauf que ce n'était pas le cas. Elle dormait encore quand mon réveil a sonné à 5h30. Je l'avais réglé plus tôt toute la semaine, prétendant que je voulais aller à la salle de sport avant le travail. En réalité, j'utilisais ce temps supplémentaire pour finaliser mes préparatifs. Je me suis déplacé dans la maison comme si je l'avais répété, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. 2 grands sacs de sport du placard. Vêtements essentiels pour 2 semaines. Ordinateur portable, chargeur, articles de toilette, le dossier avec mes documents était déjà dans ma voiture, mes outils importants du garage, la montre que mon père m'a donnée, le ballon de baseball signé de mes 12 ans. Tout le reste pouvait attendre. Il ne s'agissait pas de prendre tout ce que je possédais. Il s'agissait de prendre tout ce dont j'avais besoin pour recommencer. Le plus difficile était de rester silencieux. Chaque pas me semblait amplifié. Chaque fermeture éclair sonnait comme une tronçonneuse. Mais elle dormait profondément, surtout le week-end.
Et j'avais appris ses habitudes au cours de 6 ans de mariage. Avant de partir, j'ai écrit un mot sur un morceau de papier et l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine où elle le verrait quand elle descendrait pour le café. Tu voulais te sentir apprécié. Maintenant tu peux découvrir ce que ça signifie réellement. Simple, direct. Pas de drame, pas d'accusation, pas de manipulation émotionnelle. Juste un fait. J'ai conduit chez mon ami David de l'autre côté de la ville. Il m'attendait depuis mercredi, quand je lui ai enfin raconté ce qui se passait. David avait divorcé il y a 2 ans, alors il comprenait ma situation mieux que la plupart. « Comment tu te sens ?» m'a-t-il demandé quand je suis arrivé avec mes sacs. Plus léger que je ne l'ai été depuis des mois. Bien, c'est comme ça que tu devrais te sentir. Je me suis installé dans sa chambre d'amis et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais qu'elle découvre mon absence naturellement, non pas parce que je n'avais pas répondu à un texto ou à un appel. Je voulais qu'elle descende, qu'elle voie le mot, qu'elle réalise que mes affaires étaient parties, et qu'elle comprenne que ce n'était pas une sortie dramatique pour attirer l'attention. C'était une décision. Vers midi, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, 12 messages textes. La progression était intéressante à observer. Premier message envoyé à 8h47, où es-tu? Ton message n'a pas de sens. Deuxième message, 9h15, sérieusement, où es-tu allé? Ce n'est pas drôle. À 10h30, réponds à ton téléphone maintenant. 11h15, si tu penses que ça va résoudre quoi que ce soit, tu te trompes. Les appels sont devenus plus fréquents après cela. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Le soir, j'avais 47 appels manqués et 23 messages. Le changement de ton était remarquable. Les messages de l'après-midi étaient en colère, tu ne peux pas simplement partir sans en parler, et, c'est puéril, et tu le sais. Le soir, ils avaient viré au marchandage, je sais que tu es en colère, mais nous pouvons surmonter ça, et, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Les messages de fin de soirée étaient différents, j'ai peur. Où restes-tu, et, s'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu vas bien. Mais j'ai remarqué quelque chose qu'elle n'avait dit dans aucun de ses messages. Elle n'avait jamais dit qu'elle avait tort à propos de la comparaison. Jamais reconnu que ce qu'elle avait dit était blessant. Jamais présenté d'excuses pour avoir comparé notre mariage à sa relation précédente. David m'a remarqué en train de vérifier mon téléphone samedi matin. Elle est en panique. Elle passe par les étapes. En ce moment, nous sommes quelque part entre la colère et le marchandage. Tu vas répondre? Pas encore. Elle a besoin de comprendre que ce n'est pas une négociation. C'est une conséquence. Samedi après-midi, elle a tenté une nouvelle stratégie. Elle s'est présentée chez David. J'ai regardé par la fenêtre tandis qu'elle frappait à la porte d'entrée. David a ouvert, et je pouvais entendre sa voix même d'en haut. Je sais qu'il est là. J'ai besoin de lui parler. Il ne veut pas te parler pour l'instant. C'est mon mari et c'est toi la raison pour laquelle il est ici au lieu d'être à la maison. Elle est restée sur le perron pendant 20 minutes, alternant entre crier à la porte et appeler mon téléphone. Finalement, elle est partie, mais non sans crier assez fort pour que tout le voisinage entende, c'est ridicule. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Dimanche a été plus calme. Seulement quelques appels, moins de messages. Soit elle se regroupait, soit elle commençait à accepter que je ne reviendrais pas simplement parce qu'elle le demandait. Lundi matin, elle a essayé d'aller à mon travail. J'avais anticipé cela et j'avais déjà parlé à la sécurité pour qu'elle ne puisse pas entrer si elle se présentait. Le chef de la sécurité m'a appelé vers 10h. Votre femme était ici pour vous. Nous lui avons dit que vous n'étiez pas disponible et lui avons demandé de partir. Elle ne l'a pas bien pris. Définissez-le bien. Elle a fait une scène telle que nous avons dû l'escorter hors de la propriété. Rien de trop dramatique, mais elle était vraiment contrariée. L'humiliation d'être expulsée de mon immeuble de bureau devant mes collègues la frapperait durement. Elle se souciait beaucoup des apparences, de ce que les gens pensaient de notre mariage. Le fait que la sécurité l'escorte dehors lui ferait l'effet d'une reconnaissance publique que notre relation était en sérieux problème. Ce soir-là, les messages ont encore changé. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait escorter hors de ton travail comme si j'étais une folle. Tout le monde me demande ce qui ne va pas avec nous. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Cela nous affecte plus que nous. Ton comportement est embarrassant. Mon comportement. Même maintenant,
elle faisait de cela une question de ce que je faisais de mal, et non de ce qui nous avait menés à ce point. Mardi soir, elle a essayé d'appeler depuis le téléphone de sa sœur, pensant probablement que je répondrais si je ne reconnaissais pas le numéro. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je sais que tu ignores mes appels, mais ça devient incontrôlable. J'ai parlé à ma sœur de ce qui s'est passé entre nous, et elle pense que tu réagis de manière excessive. Nous disons tous des choses que nous ne pensons pas quand nous sommes frustrés. J'ai dit que j'étais désolé, sauf qu'elle n'avait pas dit qu'elle était désolée, pas une seule fois dans aucun de ses messages. Elle avait expliqué, justifié, minimisé et blâmé, mais elle ne s'était jamais réellement excusée. Mercredi matin, j'ai reçu un texto différent de tous les autres. Je suis allé voir une conseillère hier. Elle m'a dit, je dois prendre ma part de responsabilité là-dedans. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal, mais je ne peux pas réparer si tu ne me parles pas. Pour la première fois depuis mon départ, elle reconnaissait qu'elle avait peut-être fait quelque chose de mal. Pas encore des excuses, mais au moins une reconnaissance que cela existait. Mais la reconnaissance ne suffisait pas. Comprendre que l'on a blessé quelqu'un ne répare pas la blessure, et cela ne change pas le problème fondamental. Elle avait comparé notre mariage à sa relation passée et l'avait trouvé déficient. Même si elle s'excusait maintenant, même si elle promettait de ne plus jamais faire cette comparaison, le mal était fait. Elle m'avait montré exactement comment elle voyait notre relation et je ne pouvais pas ne pas le voir. Le jeudi, les messages étaient devenus désespérés. Ça fait une semaine. Une semaine. Tu as fait passer ton message. Maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive à me concentrer sur rien. Tout ce que tu veux que je dise, je le dirai. Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Mais c'était ça le problème. Je ne voulais pas qu'elle dise ou fasse quoi que ce soit parce que je l'exigeais. Je voulais qu'elle valorise ce que nous avions sans avoir besoin d'apprendre comment faire. Je voulais qu'elle apprécie notre mariage sans le comparer à autre chose. Et elle avait prouvé qu'elle ne pouvait pas faire cela. Vendredi matin, exactement une semaine après mon départ, j'ai reçu un appel de sa sœur. Le nom de sa sœur est apparu sur l'écran de mon téléphone vendredi matin. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Elle perd la tête, furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Pas de bonjour, pas de salutation. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Elle se déclare malade au travail. Elle est assise dans votre maison, en pleurs, à fixer la note que tu as laissée. Bonjour à toi aussi. Ne sois pas sarcastique avec moi. As-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. De l'espace pour se sentir peu exigeante. Ce n'est pas ce qu'elle voulait, et tu le sais. Je me suis assis sur le canapé de David, le téléphone dans une main, le café dans l'autre. En fait, c'est exactement ce qu'elle a dit qu'elle voulait. Elle a dit que j'étais trop exigeant. Elle a dit que son ex ne l'avait jamais fait se sentir aussi peu apprécié que moi. Alors, je me suis retiré de l'équation. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Comment l'a-t-elle voulu dire? Silence de l'autre côté. Alors elle était juste frustrée, n'est-ce pas? Et quand les gens sont frustrés, ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Elle pense vraiment que son ex-petite amie était meilleure pour la faire se sentir appréciée que son mari. Alors, maintenant elle est libre d'apprécier ce souvenir sans mon interférence exigeante. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Sa sœur a tenté une approche différente. Écoute, elle sait qu'elle a fait une erreur. Elle s'en est voulu toute la semaine. Vraiment? Parce que dans tous les messages qu'elle m'a envoyés, elle ne s'est jamais excusée une seule fois pour ce qu'elle a dit. Elle l'a expliqué, justifié, minimisé, mais elle n'a jamais dit « Je suis désolé d'avoir comparé notre mariage à ma relation précédente ». Elle a peur que tu ne lui pardonnes pas, elle devrait avoir plus peur d'avoir pensé ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne compares pas accidentellement ton conjoint à quelqu'un d'autre et tu ne le trouves pas déficient. Ce n'est pas quelque chose qui t'échappe quand tu es frustré. C'est quelque chose que tu penses depuis un moment. La conversation a duré encore 10 minutes, sa sœur essayant toutes les approches imaginables. J'étais trop dur. Le mariage était une question de pardon. Tout le monde fait des erreurs. Elle avait appris sa leçon, mais la leçon qu'elle devait apprendre n'était pas de surveiller ses paroles quand elle était frustrée.
La leçon était d'apprécier ce que l'on a avant de le perdre. Et c'était une leçon qu'elle allait devoir apprendre à la dure. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi au cours de la semaine passée. La colère était partie. La blessure s'estompait. Ce qui restait, c'était de la clarté, une compréhension limpide de ma place dans ses priorités, et une résolution limpide de ce que j'allais faire à ce sujet. Samedi, elle a essayé quelque chose de nouveau. Au lieu d'appeler ou d'envoyer un texto, elle s'est présentée partout où elle pensait que je pourrais être. La salle de sport où j'allais, le bar sportif où je regardais des matchs parfois. La librairie où je lui avais acheté son cadeau d'anniversaire l'année dernière. Le voisin de David l'a appelé vers 14 heures. Il y a une femme assise dans une voiture devant votre maison. Elle est là depuis 3 heures. J'ai regardé par la fenêtre. Bien sûr, sa voiture était garée de l'autre côté de la rue. Elle était juste assise là à attendre, espérant probablement que je sorte pour qu'elle puisse m'aborder pour une conversation. Combien de temps penses-tu qu'elle va rester ? A demandé David. Jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne sors pas, elle est restée jusqu'à presque minuit, juste assise dans sa voiture, sortant de temps en temps pour faire le tour du pâté de maison, puis remontant pour attendre encore. Le dévouement était impressionnant, mais cela prouvait exactement ce que je soupçonnais. Elle pensait toujours qu'il s'agissait de me faire parler. Elle pensait que si elle pouvait juste m'avoir dans une pièce, elle pourrait s'expliquer de ce qu'elle avait dit. Dimanche matin, j'ai reçu un texto d'elle. J'ai vu ta voiture chez David. Je sais que tu es là. J'ai attendu toute la journée d'hier. J'attendrai toute la journée d'aujourd'hui si je dois le faire. J'ai répondu, ne fais pas ça. C'était le premier mot que je lui avais envoyé depuis que j'avais laissé le mot sur le comptoir. En quelques secondes, mon téléphone a sonné. Dieu merci, tu as répondu. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas, si, nous devons. Tu ne peux pas simplement jeter 6 ans de mariage pour une seule dispute. Ce n'était pas une dispute. Les disputes sont entre égaux. C'était toi qui me disais exactement ce que tu pensais de notre relation. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Tort à propos de quoi? À propos de ce que j'ai dit? À propos de te comparer à lui, alors tu ne le pensais pas, pause. Je le pensais à l'époque, mais j'étais en colère. Stop. Tu le pensais à l'époque. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Non, ils disent des choses qu'ils gardent habituellement pour eux. Tu pensais à ton ex et à la façon dont il te faisait te sentir par rapport à la façon dont je te fais me sentir. Tu tenais le score et je perdais. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi l'as-tu dit? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je ne sais pas, tu sais. Tu ne veux juste pas l'admettre. D'accord. Peut-être que j'y ai pensé parfois, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, c'était ça. La vérité. Elle dansait autour depuis une semaine. Elle nous avait comparés régulièrement, et j'étais en deçà de son tableau de bord mental. Merci d'être honnête. Alors, tu vas rentrer à la maison maintenant? Non. Pourquoi pas? Je t'ai dit la vérité. La vérité est exactement la raison pour laquelle je ne rentre pas à la maison. Tu m'aimes, mais tu ne m'apprécies pas. Tu m'aimes, mais tu penses que quelqu'un d'autre était meilleur pour te faire te sentir valorisé. Tu m'aimes, mais tu souhaiterais que je sois plus comme lui. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas à le dire. C'était implicite dans tout ce que tu as dit. Elle a commencé à pleurer. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Je ne peux pas te perdre à cause de ça. Je ne peux pas nous perdre. Tu l'as déjà fait. Au moment où tu as décidé que notre mariage valait moins que tes souvenirs de quelqu'un d'autre. Mais je t'ai choisi. Je t'ai épousé. Tu t'es contenté de moi. Après avoir réalisé qu'il ne reviendrait pas, tu t'es contenté de ce que tu pouvais obtenir. Et pendant 6 ans, j'ai été reconnaissant d'être choisi. Mais j'en ai marre d'être reconnaissant pour des miettes. Ce n'est pas comme ça que c'était à l'époque. Comment c'était? Silence. Exactement. J'ai raccroché. En moins d'1 heure, j'avais 14 appels manqués d'elle et une série de messages textes qui passaient de la supplication à la colère, puis au marchandage et à nouveau à la supplication. Je peux changer. Je ne le mentionnerai plus jamais. Nous pouvons aller voir un conseiller.
Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Les excuses que j'attendais étaient enfin arrivées, enfouies dans un message texte désespéré, mais c'était trop peu, trop tard. Les excuses n'annulent pas la révélation que votre conjoint vous compare mentalement à son ex depuis des années. Les excuses n'effacent pas le fait que vous avez été jugé insuffisant dans cette comparaison. Ce soir-là, David m'a trouvé assis sur sa véranda arrière avec une bière, fixant le vide. Journée difficile. Elle a finalement admis qu'elle me comparait à son ex. Elle a dit qu'elle y pensait parfois. Aïe. Oui, mais au moins maintenant je sais que je n'imaginais pas des choses. Toutes ces fois où elle semblait distante. Toutes ces fois où elle agissait comme si mon affection était agaçante plutôt que bienvenue. Elle me mesurait à un souvenir idéalisé d'un autre homme. Et maintenant ? Maintenant, j'arrête de lui faire perdre notre temps à faire semblant que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. Lundi matin, j'ai rappelé l'avocat et pris rendez-vous pour cet après-midi-là. Il était temps d'arrêter de réagir et de commencer à agir. Il était temps de rendre cela officiel car j'avais enfin compris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous apprécier. On ne peut pas convaincre quelqu'un de valoriser ce qu'il a déjà décidé de ne pas être assez précieux. Et on ne peut pas rivaliser avec un fantôme qui n'existe que dans leur mémoire. Parfait et intouchable. Mais on peut refuser de passer sa vie à essayer. Mardi matin, sa sœur a appelé en hurlant. Elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle ne dort pas. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Non, elle est en train de s'effondrer. Je ne l'ai jamais vue comme ça. J'ai posé mon café. C'est ce qui arrive quand on réalise ce qu'on a perdu. Comment peux-tu être si insensible ? Elle a fait une erreur. Une seule erreur. Elle me comparait à son ex depuis des années. Ce qu'elle a dit n'était pas un lapsus. C'était la vérité qui éclatait enfin. Elle réalise qu'elle a eu tort. Vraiment ? Parce que quand je lui ai posé la question, elle a admis qu'elle pensait parfois à la comparaison. Ce n'est pas du regret. C'est se faire prendre. La voix de sa sœur s'est brisée. Le mariage, c'est le pardon. Il ne s'agit pas de pardon. On ne peut pas pardonner à quelqu'un ses vrais sentiments. Elle m'a montré exactement où je me situais par rapport à son ex, et je refuse de passer ma vie à rivaliser avec un fantôme. Elle a besoin de toi. Elle a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Mercredi soir, sa sœur et sa mère se sont présentées à la porte de David. Nous devons parler, a annoncé sa mère. Non, nous n'avons pas, c'est ma fille, et elle se détruit à cause de ça. Elle a détruit notre mariage au moment où elle l'a comparé à sa relation précédente. Je ne fais que reconnaître ce qui est déjà arrivé. Sa sœur s'est avancée. Elle pleure depuis 2 semaines. Elle n'arrive pas à manger, pas à dormir, pas à fonctionner. Peut-être aurait-elle dû y penser avant de me dire que son ex ne l'avait jamais fait se sentir aussi peu apprécié. Vous avez fait des vœux, a dit sa mère. Elle aussi. Difficile de chérir quelqu'un en souhaitant qu'il soit quelqu'un d'autre. Elle vous a choisi. Elle s'est contentée de moi après que son premier choix n'ait pas fonctionné. J'ai été reconnaissant d'être choisi pendant 6 ans, mais j'en ai marre d'être reconnaissant pour des miettes. Sa mère a tenté une dernière approche. Que faudrait-il pour arranger ça ? Elle devrait devenir une personne complètement différente. Quelqu'un qui apprécie ce qu'elle a au lieu de désirer ce qu'elle n'a pas. Quelqu'un qui ne tient pas de tableau de score mental entre sa relation actuelle et les précédentes. Les gens peuvent changer. Peut-elle changer le fait qu'elle pensait à son ex et à la façon dont il la faisait se sentir par rapport à moi ? Peut-elle changer que lorsqu'elle était frustrée, son instinct était de comparer notre mariage à une autre relation ? Peut-elle changer que j'étais en train de perdre une compétition à laquelle je ne savais pas que je participais ? Aucune n'a répondu. C'est ce que je pensais. Sa sœur a fait un dernier plaidoyer. Elle va continuer de s'effondrer jusqu'à ce que tu reviennes. Alors elle continuera de s'effondrer. Je ne reviendrai pas pour être le second choix de quelqu'un. Je ne reviendrai pas pour passer ma vie à essayer d'être à la hauteur d'un ex-petit ami. Jeudi matin, j'ai signé les papiers du divorce. Vendredi après-midi, 2 semaines après mon départ, je l'ai finalement appelée. Elle a répondu avant même la fin de la première sonnerie. Dieu merci. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis tellement désolé. J'ai été tellement idiote.
Je sais que ce que j'ai dit était terrible, mais je t'aime. Je te choisis. Je veux arranger ça. Je l'ai laissé finir. Laisser tout sortir. Les excuses, les promesses, le désespoir. Tu as fini? S'il te plaît, rentre à la maison et nous pourrons arranger ça ensemble. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as appris quelque chose d'important sur la façon dont tu vois réellement notre mariage. Et je suis reconnaissant pour cette leçon. Quelle leçon? Que je n'étais jamais assez bien par rapport à ton ex. Que lorsque tu m'as épousé, tu t'es contenté de ce qui était disponible après que ton premier choix n'ait pas fonctionné. Que pendant 6 ans, j'ai rivalisé avec un souvenir et j'ai perdu. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et tu sais quoi? Merci d'avoir enfin été honnête à ce sujet. Ça m'a évité de perdre plus d'années à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'avais tort. J'étais en colère et stupide et j'ai dit quelque chose d'horrible que je ne pensais pas, tu pensais chaque mot. Les gens ne comparent pas accidentellement leur conjoint à quelqu'un d'autre et le trouvent déficient. Cela vient d'années de réflexion à ce sujet. Je peux changer. Nous pouvons aller voir un conseiller. Tu ne peux pas changer ce que tu ressens fondamentalement pour moi. Tu peux apprendre à mieux le cacher, mais tu ne peux pas le changer. Et je refuse de passer ma vie à être le prix de consolation de quelqu'un. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi. Non, tu as besoin d'apprendre que tu ne peux pas dire à ton mari qu'il n'est pas à la hauteur de ton ex et t'attendre ensuite à ce qu'il reste pour plus de comparaison. Mais je t'aime. Tu aimes avoir un mari. Tu aimes la sécurité et la compagnie, mais tu ne m'aimes pas assez pour m'apprécier sans me comparer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'épouser quelqu'un tout en étant émotionnellement investi dans ton passé. Ce qui n'est pas juste, c'est de me faire rivaliser avec un fantôme pendant 6 ans sans me dire qu'il y avait une compétition. Elle pleurait maintenant. Je ne le mentionnerai plus jamais. Je n'y penserai plus jamais. Trop tard. Tu m'as déjà montré où je me situais. Tu as déjà révélé que lorsque notre mariage devient difficile, ton premier instinct est de le comparer à une autre relation et de le trouver déficient. Alors c'est tout. Tu nous abandonnes. Je n'abandonne pas. J'accepte la réalité. La réalité est que tu n'apprécies pas ce que tu as avant de le perdre. La réalité est que je mérite quelqu'un qui me choisit en premier, pas quelqu'un qui se contente de moi après que son premier choix n'ait pas fonctionné. Je t'ai choisi. Tu as choisi ce qui était disponible. Il y a une différence. Que puis-je faire? Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas annuler 6 ans de comparaison mentale. Tu ne peux pas changer le fait que je sais maintenant exactement comment tu vois notre mariage. Et tu ne peux pas me faire oublier que lorsque tu étais frustré avec moi, ta réponse était de me rappeler qu'un autre homme faisait mieux. S'il te plaît, j'ai déjà déposé les papiers du divorce. Tu recevras les papiers la semaine prochaine. Cette conversation est mon appel de courtoisie pour te faire savoir que c'est fini. Tu ne peux pas simplement jeter tout ce que nous avons construit. Je ne le jette pas. Je reconnais enfin que ce que nous avons construit n'a jamais été ce que je pensais. Je pensais que nous avions construit un mariage entre 2 personnes qui se sont choisies. Il s'avère que nous avons construit un mariage entre quelqu'un qui a choisi et quelqu'un qui s'est contenté. Je ne me suis jamais contenté. Si, tu l'as fait. Et maintenant tu vas expérimenter ce que c'est de perdre ce dont tu t'es contenté. Je ne signerai pas les papiers. Tu n'as pas à le faire. Après la période d'attente, ça passera quand même, mais je te recommande de les signer. Rends les choses faciles pour nous deux. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tu voulais te sentir apprécié. Maintenant, tu peux passer le reste de ta vie à apprécier ce que tu avais après que ce soit parti. J'ai raccroché et bloqué son numéro. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. J'ai appris par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents, qu'elle avait essayé de fréquenter des gens mais n'arrivait pas à se connecter avec qui que ce soit, qu'elle avait dit aux gens qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Mais les erreurs peuvent être pardonnées. Ce qu'elle avait fait n'était pas une erreur. C'était une révélation de ses vrais sentiments. Et j'étais reconnaissant qu'elle ait enfin été honnête à leur sujet. Je n'ai jamais regardé en arrière.